Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous en arrivons à la partie 2. Partie 2 de l'analyse qu'on pourrait qualifier d'introspective de la conception de l'autogestion, somme toute particulière, du système de la Yougoslavie socialiste, ce qu'on qualifie de République fédérale socialiste yougoslave. Alors donc, cette chronique fait suite à la première, il s'agit de la deuxième. Et dans ce cas d'espèce, nous allons analyser la démocratie participative dans la Yougoslavie contemporaine, avant, bien entendu, le décès de Tito. Alors si on s'en tient, je dirais, au texte législatif et idéologique, je dirais que le système yougoslave d'autogestion est fondé sur la théorie marxiste du matérialisme historique. Je m'explique. Dans ses considérations les plus générales, cette théorie propose une analyse des rapports sociaux suivant le modèle bien connu, infrastructure et superstructure. Donc ce modèle suggère une analyse de la structure sociale à partir de la base économique qui, en dernière instance, reprend les écrits de Engels, détermine les rapports et les idées dans la superstructure. Ce modèle, où les changements essentiels se jouent dans la dialectique créée entre le développement des forces productives et les rapports de production entre capitalistes et ouvriers, est proposé en premier lieu pour expliquer ce qui se passe dans les classes sociales, voire même les interactions entre les classes sociales. Il n'est pas approprié pour expliquer les rapports entre les individus et les groupements sociaux, voire même la société en général, néglige le rôle des individus en tant qu'auteurs agissant pour la construction de l'ordre social, en tant que sujet de l'histoire, bien entendu, manifestement. Il ne permet pas non plus, je dirais, d'expliquer les associations différentes de ces mêmes individus, constitués de façon, je dirais, encore professionnelle, culturelle ou politique, de nature volontaire, avec les multiples, je dirais, interdépendances que cela suppose, des conflits et collaborations qu'elle nécessite et provoque. Elle ne donne pas non plus une vision claire du processus de passage de la société globale à la, je dirais, microsociologie ou à la dynamique des groupes, et par conséquent à toute la problématique de la sociologie des mouvements sociaux. Pourtant, une telle dynamique a été entrevue par Marx lui-même dans sa théorie de l'aliénation et dans certaines autres réflexions. Alors nous en arrivons inévitablement à l'explication du développement fonctionnel et le développement structurel de la sociabilité. C'est pour ça que, dans ce cas d'espèce, je propose, je dirais, une autre analyse, même une autre conception, qui n'est pas une négation du premier modèle, mais une élaboration plus nuancée et subtile. Un modèle qui s'impose lorsqu'on aborde les problèmes de démocratie participative, et dans ce modèle, le rapport essentiel est celui qui s'instaure entre l'individu et la société. Bien entendu, l'organisation sociale jouant le rôle d'une instance médiatrice entre ces deux totalités. Ces phénomènes sociaux, totaux, dont parlent Marx et Gurvitch, sans dire que le sujet actif ou individu peut être aussi un groupement agissant, tendant au développement de son activité propre, de ses buts et ses valeurs. Pour schématiser, essayons de mettre en place un petit peu cette compréhension d'une façon, je dirais, plus abstraite. Nous avons premièrement l'organisation productive, d'un côté les individus, les besoins, la communication, ce qu'on va qualifier comme étant la sociabilité, et les valeurs. Et de l'autre, bien entendu,
toujours dans cette interaction de l'organisation productive, la société, le système économique, le système politique, voire le système culturel. Dans cette perspective, on doit concevoir, je dirais, pas que la société non comme un système clos, tel qu'il est traité habituellement dans la théorie des systèmes, de von Bertalanffy, ou la cybernétique que HB, mais comme dans un système ouvert et même comme, je dirais, un composé ouvert de différents systèmes. En ce sens, je dirais que la conception est donc polysystémique. Par exemple, le processus d'industrialisation en Yougoslavie impliquait le passage de la société traditionnelle et agricole à la société industrielle et moderne. Nous avons ce que j'ai cas d'espèce qualifié dans l'audio précédente. Bien entendu, pas seulement, car ces changements sont, je dirais, de nature profonde. Elles touchent aussi bien l'économique, la politique, la culture. Et ces changements ne se déroulent en guerre dans un système produit par des forces intérieures déjà définies, mais au contraire se contradisant, s'opposant et s'anéantissant les uns les autres. Il s'agit finalement de ce qu'on pourrait qualifier de changement de nature dialectique plutôt qu'organique. De plus, si l'on considère un système économique, politique et culturel comme ayant ces groupements actifs, bien entendu pris à la base, ce qu'on pourrait qualifier par parti politique, entreprise économique ou association professionnelle et culturelle, avec bien entendu leurs valeurs et leurs manières de procéder respectifs, on arrive de nouveau à des situations qui contredisent la conception de la société comme système clos. Et tout particulièrement quand on tente de définir la démocratie participative, bolchevique ou plutôt staliniste. On arrive à des contradictions qu'on peut très difficilement inscrire dans un système clos et cohérent, relevant bien entendu d'une dynamique interne tendant à l'harmonie et à l'autorégulation. En effet, ce qui manque à la société que nous sommes en train d'étudier et d'observer, c'est justement la régulation interne, dominant les partis et subordonnant à tout, à la totalité sociale organiquement, je dirais, équilibrée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le facteur qui contribue grandement au dynamisme interne de la société et rend ces contradictions internes encore plus aiguës est la tendance des différents acteurs à élargir leur champ, je dirais, d'intervention. Leur activité se déroulant régulièrement dans une société stratifiée ou même hiérarchisée, cette tendance vise à briser les limites et les barrières qui existent entre les différentes sphères de la société. Alors comment essayer d'expliquer, je dirais, les conflits engendrés par le développement de la sociabilité humaine ou individuelle, d'un côté par les entreprises économiques et de l'autre par des acteurs politiques, qu'on pourrait qualifier de partis ou de groupements politiques. Alors, je vais essayer de schématiser le développement de la sociabilité et les structures hiérarchiques. Premièrement, nous avons l'individu. L'individu qui automatiquement engendre le développement fonctionnel, ce qu'on qualifie bien entendu de la sociabilité. Inévitablement, il conditionnera des sphères qu'on pourra qualifier de sphères personnelles, donc familiales, professionnelles, de classe, nationale, universelle, et bien entendu l'humanité. Ça, c'est pour les différents éléments qui partent finalement d'une base allant vers ce que j'appelle une certaine hauteur. À côté, nous avons l'organisation économique. L'organisation économique qu'on pourra qualifier de développement structurel. Alors dans ces développements structurels, il y a certains niveaux. Il y a premièrement le producteur indépendant. L'atelier, l'entreprise, le secteur industriel, le secteur social, le plan national, et encore une fois, toujours dans le même concept des sphères personnelles, le plan international. Donc le plan international est relatif à l'humanité, le plan national à l'universel, le secteur social au national, le secteur industriel définit la classe, l'entreprise au professionnel, l'atelier au familial et le producteur
individuel au personnel. Mais c'est là où les choses se corsent, puisqu'il y a un lien avec le système politique, qui se définit également par le producteur, donc le personnel, le producteur individuel, la commune, le familial, l'atelier, la région, le professionnel, l'entreprise, la République, et le secteur industriel pour l'ensemble de la fédération qu'on pourra qualifier de fédératop. Donc pour qu'un homme participe activement à un groupement quelconque, c'est-à-dire que j'appelle avec un minimum de spontanéité, il lui faut ressentir une motivation intérieure, manifester un besoin de communiquer, voire même rechercher une expression de sociabilité humaine. Et la sociabilité humaine possède effectivement une capacité fonctionnelle de s'extérioriser. Et ça, c'est un fait. Il y a des éléments qui sont, à mon sens, fondamentaux, qui font partie des fondamentaux. Donc c'est ce qu'on pourra définir comme étant la capacité fonctionnelle de s'extérioriser, de se répandre, de se transférer dans un milieu particulier vers des milieux de plus en plus larges et éloignés. La socialisation primaire de l'individu implique d'abord son milieu parental, là où il est né, familial, l'éducation qu'il recevra, les us et coutumes, ses pairs, donc ses influences, son instruction, avant la socialisation, je dirais, dans des sphères les plus éloignées, qui vont constituer ce qu'on pourrait appeler le mode de fonctionnement professionnel dans le cadre national et à l'extérieur d'une façon universelle. Alors il s'agit d'une disposition innée, mais qui se développe en extension et en intensité sous certaines conditions sociales et même historiques, c'est-à-dire sous l'influence de structures et de cultures sociales. Il faut savoir qu'elle possède donc une signification à la fois biologique et sociologique. On peut constater, ainsi mesurer le développement de cette sociabilité. Bien entendu, cela est encore à une échelle assez basse, bien que tout reste à faire. Alors, pour essayer d'analyser une échelle qui comprendrait les sphères vitales, voire même existentielles, allons des plus proches aux plus éloignés de la manière suivante. Parlons par exemple de la personnalité, le rapport que l'individu peut avoir avec soi-même, et même le partenaire sexuel, entre guillemets, la compagne, ou comme autrui le plus proche. Nous avons également ce qu'on appelle ce qui va définir son rôle, je dirais, de continuité, sa descendance, et par voie de conséquence la famille. La profession, ce qui va le qualifier en tant qu'individu acteur de la société, la classe à laquelle il appartient, la nation qui constitue effectivement les frontières et qui lui permet de pouvoir, je dirais, avoir une certaine garantie sociale tout en étant redevable. La race, l'origine, ça veut dire bel et bien sa psyché, ce qui qualifie finalement son identité et sa place dans l'humanité. Alors, on constate que pour une population, par exemple, de jeunes de 15 à 25 ans, ce développement de la sociabilité montre et atteint son minimum à 21 ans et stagne ou descend légèrement par la suite. Le critère de développement de la sociabilité montre aussi que celle-ci ne dépend pas seulement de l'âge, mais aussi du milieu social et des caractéristiques des jeunes. Ce développement étant plus marqué pour la jeunesse urbaine que pour la jeunesse rurale, soyons honnêtes. Et bien entendu, pour la jeunesse la plus éduquée que celle qui l'est moins. Ce qui est important, c'est qu'avec la maturation intellectuelle et caractérielle, le développement de la sociabilité se déplace de plus en plus des sphères les plus personnelles vers les sphères, je qualifierais de plus sociales. Plus large et plus universelle, englobant alors, je dirais même, l'intérêt de toute l'humanité pour la différenciation sociale à ce niveau. N'ayons pas peur de le prétendre. Entre valeurs universelles, de la science et de la culture et de la démocratie.
Mais ce qui est encore plus important est le fait que ce développement de la sociabilité vers les milieux sociaux de plus en plus larges peut être refoulé ou détourné par les forces sociales qui agissent à son encontre. Il est évident, par exemple, qu'un nationalisme virulent rend les individus aveugles aux valeurs humanistes universelles. La lutte séculaire pour la tolérance religieuse au XVIIIe siècle fut à l'origine de cette expansion sociale et humaniste qu'est le romantisme. De même que les contradictions sociales de la nouvelle société bourgeoise sont responsables de sa décadence, qu'on pourrait qualifier effectivement comme étant le romantisme noir. Alors pourquoi cette expansion de la sociabilité au niveau individuel nous paraît-elle importante pour la participation, je dirais, sociale? D'abord, précisons-le, parce qu'elle ne se réduit pas au rôle immédiatement joué par l'individu, tel que les imagine, on pourrait, je dirais, interpréter une sociologie dite fonctionnaliste, chère à Parsons. Ou même la motivation, les intérêts et la perception sont le résultat exclusif des rôles concrets joués par l'individu. L'individu tend toujours à dépasser les niveaux et les limites des rôles qui lui sont imposés par la structure sociale immédiate. Quand bien entendu, je parle d'individus bien construits, je ne parle pas de dégénérescence. Alors il tend effectivement à embrasser toutes les sphères de sa sociabilité, de plus intime au plus universel. Atteint par une certaine forme de curiosité, de l'inconnu. Il est capable de le faire parce que sa perception soutenue, je dirais, par le développement de sa sociabilité dépasse ses rôles sociaux immédiats. Ensuite, je dirais qu'on doit nullement croire que les intérêts et les aspirations d'un individu soient limités à une sphère donnée. Ça, c'est ce que je pense profondément. Et dans cette sphère donnée, éventuellement, je dirais, qui prescrite par des législateurs qui en mettent les limites, car sa conscience individuelle est également interpénétrée par la conscience idéale collective. C'est ce que Marx définissait. Et même si l'on définit l'individu comme un phénomène, je dirais, social ou total, c'est justement en raison de cette capacité individuelle de participer de manière spirituelle à la conscience idéale sociale, c'est-à-dire à la capacité à avoir une perception de la société globale et de participer à ses valeurs fondamentales. Alors, question qu'il faut se poser, pourquoi est-il important d'attirer l'attention sur ce phénomène? Alors, je dirais pour deux raisons. Et deux raisons qui ne sont pas des moindres, qui sont à mon sens importantes dans le champ de la démocratie participative. Premièrement, pour repousser les tendances sectaires des associations autogestionnaires qui se ferment sur elles-mêmes contre la société ambiante, n'ayant finalement au fond, au bout du chemin, que la stagnation et le recul. Deuxièmement, pour se défendre contre la manipulation des dirigeants qui voudraient refermer les individus autogestionnaires dans la sphère de leur activité sociale immédiate, par exemple dans l'entreprise, afin de créer un espace libre dans le reste de la société pour leur activité propre. Nous en arrivons inévitablement à l'analyse de l'expansion structurelle, qui bien entendu se manifeste dans la sphère économique de la société et déterminée par trois niveaux qui, je dirais, se conditionnent mutuellement. Nous allons manifestement, je dirais, énumérer ces niveaux pour bien les comprendre. Petit a, nous avons le niveau de technologie, ce qu'on va définir comme étant l'évolution de la petite vers la grande industrie, ce qu'on va pouvoir appeler l'automatisation, la robotisation et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Bon. Ensuite, petit b, nous avons le niveau économique, donc l'économie de marché. Petit c, le niveau social, qu'on appelle le système d'autogestion, qui garantit effectivement à l'individu, je dirais, un certain confort. Alors, cette expansion structurelle due à l'évolution technologique et économique aboutit à l'intégration de plus en plus forte des fonctions productives et à l'interdépendance accrue des hommes producteurs, non seulement au sein de l'usine ou de l'entreprise, mais aussi dans le cadre de la société entière, notamment, je dirais, par le besoin de planifier le développement au plan national. L'intégration signifie, en ce cas, à la fois la centralisation, la hiérarchisation des fonctions productives à travers, je dirais, la création de grands systèmes. Nous en avons l'exemple, tel que par exemple le chemin de fer, les postes, les réseaux d'exploitation, l'énergétique.
C'est une des raisons pourquoi l'anarchisme est, à mon sens, tel qu'il était défini par certains, est une utopie, car même Lénine s'est heurté par rapport à Trotsky au phénomène qu'il fallait construire un État, appliquer, je dirais, des diplomaties, arrêter la guerre. Parce qu'en ce cas d'espèce, il faut être honnête. Prenons par exemple le transsibérien. Le transsibérien, ce sont des ouvriers qui sont à l'action et qui mettent en place les rails. Ce sont des ingénieurs. Donc, tout cela nécessite effectivement, je dirais, une planification et une organisation. Alors le système d'autogestion, par contre, tend à la décentralisation de la gestion de la production et il se heurte au problème suivant, comment intégrer, je dirais, les fonctions productives aux différents niveaux de la société sans nuire à l'autonomie relative complète des processus de décision et par conséquent la souveraineté des conseils ouvriers à leur indépendance de gestion. Et surtout dans les unités les plus petites, ce qu'on pourrait qualifier ici dans notre pays les PME. Alors le système yougoslave définit cette souveraineté des conseils ouvriers au niveau des organisations de base du travail associé, c'est-à-dire dans les usines des unités plus petites possédant leur propre comptabilité interne. On peut même constater que cette situation engendre un certain nombre de problèmes qui ne sont pas faciles ô combien à résoudre. Mais si on néglige pour l'instant ces contradictions inhérentes au système d'autogestion, il faut admettre que ce système lui-même tend par sa nature à l'expansion structurelle, c'est-à-dire l'extension de ses activités à partir des unités les plus petites, usines, entreprises, vers les formations les plus larges du secteur industriel, ce qu'on pourrait qualifier effectivement de cartels ou sociaux avec un développement de l'industrie aux dépens de l'agriculture. Alors, particulièrement en raison des impératifs de la planification de l'économie nationale et de son développement qui se révèle tout aussi importante dans les périodes de croissance que pendant les périodes de crise économique et sociale. Cependant, je voudrais quand même préciser que ce qui caractérise tous les systèmes se réclamant du socialisme, c'est le contrôle de l'économie par l'État ou par le parti-État dont l'immixtion dans les affaires économiques ne se limite pas seulement au sommet, mais va jusqu'à la base. Même, je dois le reconnaître, même si pour la société yougoslave où l'introduction de l'autogestion ouvrière sociale aurait dû signifier la séparation formelle du contrôle de la part de l'État, l'immixtion des forces politiques, tant informelles que formelles, n'est pas éliminée, et c'est en cela que je déplore cette piste qui n'a pas été, je dirais, analysée. Surtout quand on sait que les instances supérieures de la gestion économique, au niveau des républiques et de la fédération, selon la Constitution, le rôle du parti dans le système est défini comme garant des intérêts sociaux à long terme, donc tout ce qui touche au développement ou à la politique économique nationale, ou je dirais même, dans ce cas d'espèce, n'ayons pas peur de le dire, global. Nous pouvons constater qu'il y a effectivement là, d'une façon systémique, un conflit entre le système économique et l'autogestionnaire qui tend à s'accroître et le système politique soucieux, lui, de sauvegarder son rôle dominant de dirigeant dans toutes les affaires sociales importantes. C'est pourquoi l'expansion structurelle du système économique et l'autogestionnaire se trouvent bloqués par des forces politiques particulièrement au niveau supérieur, mais aussi par extension au niveau inférieur dans son fonctionnement. Il existe néanmoins une ligne de partage des influences décisives entre les sujets impliqués dans le système économique et autogestionnaire et les sujets engagés dans le système politique. La séparation est entretenue par des régulations normatives, mais aussi des influences informelles grâce à la présence de l'organisation du parti et de ses membres partout où se prennent les décisions les plus importantes. Les deux systèmes, autogestionnaire et politique, se trouvent en compétition et entraînent des conflits plus ou moins intenses, selon une certaine variabilité. On se rend compte lorsqu'on lit des attaques politiques contre la bureaucratie techno-managériale ou contre l'usurpation du pouvoir autogestionnaire par des dirigeants économiques. C'est la question qu'il faut se poser, est-il juste de parler du blocage, du développement de l'autogestion quand on sait que le système politique comporte des conseils de travail associés non seulement au niveau de la commune, mais aussi bien à celui de la République ou de la Fédération, et je dirais même
À cela, on oppose le rôle beaucoup plus important et décisif dans les décisions du Conseil socio-politique, où le parti, sur la base de la Constitution, délègue directement ses représentants de rang les plus élevés. Alors, quelles sont les conséquences de ce conflit entre les exigences de l'organisation autogestionnaire et l'ingérence des facteurs politiques? Premièrement, il existe une contradiction fondamentale entre l'organisation économique de la société et son organisation politique, qu'on a vu précédemment. On désigne bien entendu de manière imagée comme le conflit entre la ligne horizontale, l'économie, et la ligne verticale, la politique. La première étant orientée vers la décentralisation du pouvoir et l'autonomie des entreprises, la seconde vers la centralisation, dont le centralisme démocratique est le principe d'organisation politique. Et bien entendu, l'autorité hiérarchique stricte, le pouvoir qu'on pourrait qualifier de nomenclature. On parle aussi de la démocratisation de la société à la base et de sa bureaucratisation au sommet. Ceci conduit à des tensions et des conflits entre la sphère politique et la sphère économique. La première recourant surtout à la normalisation et au volontarisme politique du pouvoir, et la seconde fatalement référant aux lois objectives du processus, ou voire même des processus économiques, ce qu'on peut définir selon la théorie marxiste, la loi de la plus-value du marché. Alors si on prend l'entreprise comme unité de base du développement économique, on doit constater que dans la société yougoslave, ce développement se trouve bloqué au niveau social, car les investissements économiques soumis au contrôle politique favorisent l'industrialisation et négligent complètement l'agriculture. Et bien entendu, la petite industrie, ce qu'on va définir comme étant l'artisanat, les coopératives de travail. De plus, je dirais qu'au niveau global ou national, la politique de développement, ce qu'on pourrait qualifier de planification, se trouve aussi soumise au contrôle des instances politiques, incarnées bien entendu par la Fédération ou la République. Le secteur économique a pu stimuler la croissance au niveau même de l'entreprise par l'intégration des entreprises élémentaires, les organisations de base de travail associé, ce qu'on qualifiait en ce temps l'OPTA, dans les entreprises complexes, les organisations complexes de travail associé, c'est-à-dire par la concentration des capitaux et des moyens de production, une organisation complexe pouvait intégrer plus de 30 organisations de base. L'expansion a pu, je dirais, aussi se produire au niveau inférieur, chez les producteurs individuels, surtout dans l'agriculture, avec les soi-disant coopérateurs, paysans livrant leur production par contrat aux entreprises de fabrication alimentaire. Cependant, il est à noter qu'il faut remarquer que l'expansion des entreprises et la concentration des unités fondamentales du système économique, les OPTA, n'a pas abouti à une intégration véritable de ces unités, ni à la création d'une entreprise plus efficace, parce que leur autonomie financière, je dirais, a paralysé l'activité de l'entreprise. C'est une contradiction sur laquelle il faudrait travailler. Car beaucoup de réponses ont été apportées, mais peu de théories ont été appliquées. Alors on peut, en définitive, avancer l'idée que l'homme, en tant que producteur et qu'autogestionnaire, a été bloqué dans son développement de deux manières. L'une psychofonctionnelle, qui exige que sa conscience individuelle embrasse toutes les sphères de sa sociabilité, du niveau personnel au niveau national, voire au niveau international, ce qu'on pourrait qualifier de niveau universel, et l'autre socio-structurelle, qui exige son activité productive, ne se limite pas à l'atelier ou à l'entreprise, mais s'élève, je dirais, jusqu'au niveau global et international par le biais de la planification, de transfert des technologies, ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans un petit schéma. Alors si on bloque son développement fonctionnel au niveau de l'entreprise ou de l'usine, ou bien au niveau de la communauté de travail, on risque de transformer en membre, en une secte. Une société réduite à un élément dont le réduire en tant que citoyen. D'autre part, si on bloque, je dirais, du point de vue structurel au niveau de l'entreprise, on entraîne son esprit d'initiative et de responsabilité au lieu de se conduire en planificateur des affaires économiques au sein de la société globale. On l'oblige par voie de conséquence à se conduire comme un homme isolé du reste de la société. Alors, je tiens à souligner que le développement fonctionnel et structurel de l'individu empêche toute tentative pour définir la société autogestionnaire comme une société corporative, ou même comme une société où chaque sphère, je dirais que ses rôles spécifiques, doit se limiter à ses travaux propres et ne pas transgresser les limites.
Or, la conception du développement psychofonctionnel et socio-structurel des individus et des organisations autogestionnaires est strictement anticorporatiste. C'est une chose qu'il faut bien comprendre. Alors, à la différence de l'intégration fonctionnelle décrite par Emile Durkheim, qui se rapporte à la différenciation structurelle de l'organisation, ce qu'on va constituer comme étant appelé la division du travail ou l'accroissement de l'interdépendance, on peut considérer par exemple que le développement fonctionnel comme une qualité, ou même, je dirais, exclusivement individuelle et subjective. Le qualificatif fonctionnel met l'accent justement sur la subjectivité de l'individu. Bref, sur son rôle agissant et conscient dans son activité. Si les rôles de producteurs sont limités ou bornés par l'action du système, leur blocage ne doit pas signifier nécessairement une limitation de la conscience et la perception sociale, ce qui est pourtant la conséquence habituelle de la conception fonctionnalo-structurelle. Excusez-moi ce néologisme, mais je n'ai pas trouvé autre chose. Bien entendu, quand je parle de fonctionnalo-structurel, de la sociologie classique, aussi bien définie par Durkheim que par Parsons. En raison de sa subjectivité, l'individu est capable de résister à ces limitations structurelles et par conséquent de s'y opposer et de définir la source d'un conflit avec l'organisation du système social. C'est ce qui est, je dirais, caractérise, je dirais, la conduite humaine dans les relations du travail. Et c'est que ce conflit est plus intense au niveau de l'atelier, de l'entreprise, qu'au niveau global de la société, car assez abstrait. Par contre, si l'on donne la possibilité à l'individu d'exercer son autonomie au niveau de l'entreprise, de la communauté de travail, tout en le privant de cette possibilité au niveau supérieur, sur le plan national, on peut affaiblir le conflit sans éliminer, je dirais, totalement. La situation change seulement en ce que le conflit au sommet est le résultat d'influences multiples, à la fois économiques, politiques et culturelles. Ils sont plus diffuses, voire même syncrétiques, parce que dues à des causes hétérogènes. Par exemple, dans ses revendications de travail, la classe ouvrière polonaise a été également influencée par ses attitudes religieuses, catholiques. Ça, c'est une réalité. Alors, si la formule de Marx, qu'une classe ouvrière en soi déterminée par des conditions objectives des rapports de travail, doit devenir une classe ouvrière pour soi, c'est-à-dire une classe qui devient consciente de son émancipation, je dirais, dans le cadre social et historique et juste. On pourrait prétendre par analogie que les travailleurs participant à l'autogestion du travail doivent devenir capables de se représenter et de redéfinir leur rôle et leurs tâches dans un contexte social, voire même global et historique. La souveraineté de la classe ouvrière dans le travail ne se définit pas uniquement comme le veut la doctrine officielle, au niveau de l'organisation de base de travail associé, mais aussi bien au niveau de l'entreprise, du secteur industriel, de la société globale et même, je dirais, internationale. Donc, comme une attitude universelle visant à faire émerger l'esprit d'une civilisation nouvelle, par conséquent, si l'on veut parler d'intégration fonctionnelle ou organique, il faut tenir compte de ces deux dimensions fondamentales. Premièrement, le développement psychosocial de l'individu et, deuxièmement, l'expansion structurelle de l'organisation sociale, ayant pour conséquence l'intégration organique qui doit concilier l'individu et la société. Bien entendu, soyons logiques, nous analysons cette société, je dirais, en imaginant ce qu'aurait pu fonctionner si effectivement il n'y avait pas eu, je dirais, la destruction de la Yougoslavie et la trahison de ses pairs. Alors, comment pouvons-nous classifier certaines catégories sociales, en définitive? Femmes et jeunes participent beaucoup moins qu'à l'époque, vers la fin du régime, que le pouvoir pouvait espérer en raison de leur taux de présence dans la structure sociale.
Alors malgré les principes socialistes et constitutionnels qui donnent les mêmes droits aux femmes et aux jeunes, leur participation reste au-dessus du normal et même en baisse constante par rapport aux années qui ont suivi la guerre. Il y a donc une évolution négative de ces deux catégories, dans ce que j'appelle l'après-guerre jusqu'à nos jours. Une évolution de la marche est à l'envers de l'évolution des institutions de l'autogestion sociale. Nous pouvons aujourd'hui constater qu'il s'agit finalement au fond d'une retraite volontaire sur la vie privée et d'un malaise dans la société officielle ou publique, puisqu'aujourd'hui la Yougoslavie n'est plus, et que la plupart, en cas d'espèce, des différentes régions, telles que la Croatie, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, ou même le Kosovo, ont aujourd'hui adopté, je dirais, un mode plus spécifique de l'économie de marché. Pour certains modes de capitalisme tendance mafieux, enfin toujours est-il, ont abandonné l'autogestion sociale, et finalement aujourd'hui nous en avons les conséquences dans ces sociétés qui en général ont des structures politiques très floues, très faibles, et qui en définitive, pour certains, il y a une certaine forme de retour à des vies traditionnelles, et l'acceptation dans des formes de nouvelles vies à travers le religieux, et certaines données qui semblent effectivement répondre d'une façon affirmative à ce que je viens de définir en conclusion. Voilà, je voulais faire une analyse en deux volets sur l'autogestion de la société yougoslave, qui aurait pu être, je dirais, plus étudiée, plus réfléchie, si tant est que la Yougoslavie aurait pu continuer à vivre, mais malheureusement, cette région n'existe plus, ce pays n'est plus. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.